Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Patricia Dagorn. Patricia Dagorn a, comme on dit, la cinquantaine séduisante. Aimable, souriante, elle est toujours prête à aider les autres, surtout s'il s'agit d'hommes mûrs qui disposent d'une petite fortune personnelle. C'est en tout cas la conviction des enquêteurs après avoir reçu la plainte d'un certain Robert, un retraité d'Annemasse. Selon lui, Patricia l'aurait brutalisé pour lui soutirer de l'argent. Et en fouillant dans le passé de la séductrice, les policiers découvrent qu'elle n'en serait pas à son coup d'essai. Alors qu'en est-il vraiment ? Patricia est-elle simplement victime de son grand cœur ? Ou bien les policiers sont-ils face à une dangereuse veuve noire ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. En Haute-Savoie, à quelques kilomètres du lac Léman et de Genève, la ville d'Annemasse, une cité riche et prospère. C'est la ville qui touche la ville de Genève, où résident beaucoup de gens qui sont frontaliers, c'est-à-dire qui vivent à Annemasse mais qui travaillent en Suisse. Georges Rimondi, avocat de la défense. C'est une ville où l'on vit bien, d'abord parce que économiquement c'est une région prospère, et puis le cadre de vie est plutôt sympathique. Il faut imaginer qu'on est tout près de la Suisse, à côté du lac Léman. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Et c'est vrai que c'est une région où il y a un certain nombre de personnes âgées qui vivent plutôt bien et qui vont passer leur retraite à côté du lac Léman dans ce havre de paix très tranquille. C'est là qu'habite Robert, 87 ans, dans cet immeuble cossu du centre-ville. C'est un ancien professeur de sciences économiques. Il vit ici depuis toujours et dispose d'une retraite confortable. C'est un homme retraité. Gaëlan Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Qui a un certain âge et qui vit seul, mais qui est très soigné. Son entourage le décrit comme propre sur lui, toujours bien rasé, etc. Robert a tout pour être heureux. Seul ombre au tableau, il est veuf depuis 4 ans et la solitude lui pèse. Il aimerait bien faire de nouvelles rencontres. Il recherche un petit peu ce qu'on pourrait dire l'âme sœur ou une aventure, un petit peu quand on est un senior. Robert se sent d'autant plus seul que sa fille Catherine habite à 900 km de là, dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle a 55 ans, nous l'avons retrouvée. Mais elle reste traumatisée par cette affaire et elle préfère témoigner anonymement. En mai 2012, son père lui fait une confidence. Mon papa me raconte que la veille, alors qu'il se baladait... Catherine, fille de Robert. Il avait rencontré une dame devant un foyer d'hébergement qui doit mettre à disposition des chambres pour les personnes là, qui sont sans abri. Il a rencontré une dame d'une 50aine d'années, plutôt bien mise, plutôt bien faite. Cette femme lui avait souri. Robert explique à sa fille qu'il a sympathisé avec cette jolie femme de 52 ans, manifestement dans le besoin. C'est une femme qui est seule puisque ses enfants et son ex-conjoint lui ont tourné le dos. Cédric Huissou, avocat de la défense. Et elle espère, en venant en Haute-Savoie, trouver un travail et une situation beaucoup plus stable que ce qu'elle a connu auparavant. Robert raconte donc à Catherine qu'il a pris cette femme en pitié et qu'il lui a proposé de l'héberger quelques jours pour la dépanner. Il est d'accord, Robert, pour donner un coup de main donc un petit peu à cette femme qu'il vient de rencontrer et qui égaye un petit peu sa vie. Pour Catherine, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette rencontre devrait aider son père à se sentir moins seul.
Première réaction, je me suis dit, ouais, c'est bien pour lui. On va voir comment ça va se passer, mais bon, c'est quelqu'un qui arrive là un petit peu dans sa vie, qui a l'air bien attentionné. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, mais oui, pourquoi pas, oui. Hein, ça va un peu briser sa solitude. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, Catherine appelle son père pour prendre de ses nouvelles. Et là, c'est la surprise. À l'autre bout du fil, ce n'est pas Robert qui répond, mais la femme qui l'héberge. Je lui demande si je peux parler à mon papa et elle me dit que non, ça va pas être possible parce qu'il est sorti. Alors, bon. Catherine est étonnée que son père soit sorti, car d'habitude, c'est l'heure où il termine son dîner. Mais ce qui la frappe le plus, c'est l'attitude sans gêne de cette femme. Elle commence à me poser la question de savoir qui je suis, comme si effectivement j'étais une intruse à téléphoner à mon papa pour avoir des nouvelles. Bon, et elle s'est vraiment présentée tout de suite comme la personne qui partageait la vie de mon papa. Bon, ça faisait quelques jours qu'ils se connaissaient, quoi. Catherine est très surprise. Pourquoi cette femme prétend-elle être la compagne de son père? Ça ne fait qu'une petite semaine que Robert la connaît. Catherine, ce jour-là, est un peu interloquée parce qu'elle essaie en vain de parler à Robert, son père. Elle n'y arrive pas. Il y a cette femme venue un peu de nulle part qui fait barrage. Moi, j'ai une impression étrange par rapport à son aplomb. Elle était sûre d'elle, elle était installée, elle était chez elle. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression que ce coup de téléphone, ça la dérangeait, quoi. Catherine s'inquiète, elle trouve l'attitude de cette femme vraiment étrange. Alors elle décide de rappeler son père une nouvelle fois. Mais là encore, impossible de lui parler. Donc madame répond. Je lui demande si je peux maintenant parler à mon papa, s'il est rentré. Et là, alors, le discours change. Elle va lui dire que son père est malade, n'est pas en capacité de lui parler. Elle me dit que mon papa est pas bien, ça fait 2 ou 3 jours qu'il est pas bien, qu'il est couché, qu'il se lève pas, malgré ses sollicitations, etc. Catherine est affolée. Elle cherche à en apprendre davantage sur l'état de santé de son père. Depuis combien de temps est-il malade? A-t-il vu un médecin? Comment se fait-il qu'il ne soit pas hospitalisé? J'essayais de lui poser des questions claires, précises. Bon, elle racontait n'importe quoi. Et là, moi, j'étais tellement désarçonnée. Catherine hausse le ton. Elle n'en peut plus des incohérences de cette femme. Elle exige de parler directement à son père. Cette femme, finalement, accepte de lui passer son père au téléphone. Elle ne va pas réussir à tenir une conversation avec lui tellement il a l'air complètement embrumé. Il tient des propos qui sont incohérents. Mon père était incapable d'articuler quoi que ce soit. Donc il avait la bouche pâteuse. Il racontait... Alors je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Au téléphone, Robert tient des propos inaudibles. Il a l'air très malade. Cette situation est incompréhensible pour Catherine. Il y a 6 jours à peine, il était en pleine forme. Tout cela est totalement anormal. Alors Catherine décide d'appeler le commissariat. D'emblée, les policiers prennent l'affaire au sérieux et ils envoient une patrouille de routine chez Robert pour tirer au clair toute cette affaire. Sur place, ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. On sonne au niveau de l'interphone de ce monsieur. Et là, il y a apparemment une espèce de personne qui leur répond, mais qui veut pas leur ouvrir. On a eu de la chance qu'on a quelqu'un de l'immeuble qui rentre à ce moment-là dans l'immeuble, qui nous ouvre du coup. Rémi Damiens, policier. Et on peut s'introduire dans l'immeuble pour aller voir chez ce monsieur.
Une fois dans l'immeuble, les gardiens de la paix empruntent les escaliers. Ils se rendent à l'appartement de Robert. Et alors qu'ils arrivent au 4e étage, ils croisent une femme, valise à la main. Vous voyez une personne qui descend d'un pas rapide des escaliers avec une valise. Olivier Géron, capitaine de police. Qui n'a pas une attitude normale et détendue. Cette femme qui sort de l'étage en question avec des valises sous le bras, on a quand même de gros doutes sur le fait qu'elle arrive de l'appartement en question. Donc vous voyez que c'est une personne qui est en état de stress. Donc forcément, en tant que policier, vous vous posez des questions. C'est pour ça qu'on lui pose la question justement d'où elle vient, pour être sûr qu'elle vient bien de cet appartement-là. Cette femme sort bien de l'appartement de Robert. Les policiers lui demandent ses papiers d'identité. Elle s'appelle Patricia Dagorn. Elle a 52 ans et elle se présente comme une amie du retraité. Une amie proche que Robert héberge depuis quelques jours. Elle reste très, très évasive. On n'arrive pas vraiment à connaître exactement leur relation. Savoir si c'est une relation intime, une relation d'amitié, s'ils se connaissent depuis longtemps. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de certitude sur le lien qui existe entre Robert et Madame Dagorn. Elle répond pas très franchement, elle prend le temps pour répondre, elle réfléchit à ce qu'elle dit, donc son attitude est un petit peu suspecte quand même de base, quoi. Les policiers sont intrigués par le comportement fuyant de cette femme. Ils lui ordonnent alors d'ouvrir l'appartement pour le fouiller. Dans la cuisine, ils trouvent 2 valises. Elles appartiennent à Patricia Dagorn. Tout semble indiquer qu'elle avait la ferme intention de quitter les lieux. Les policiers poursuivent la fouille de l'appartement et ce qu'ils découvrent dans la chambre à coucher fait froid dans le dos. Robert se trouve là dans un état absolument lamentable. On le retrouve assis par terre, donc le dos appuyé contre le lit. Il est quasiment intégralement nu, il porte juste un t-shirt sur le dos. Il a une barbe de 3 jours, il a surtout des vêtements qui sont imprégnés d'urine. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il semble être là depuis on ne sait pas combien d'heures. Il n'arrive même plus à se lever de lui-même, en fait. Il est bloqué au sol depuis un bon moment et il n'est même pas capable de se relever tout seul. Et on voit que c'est une personne qui n'a pas l'air de jouir toutes ses facultés, qui est vraiment très diminuée physiquement, qui a l'air un petit peu dans les vapes, enfin qui n'est vraiment pas bien. L'état de santé de Robert est très inquiétant. Il est désorienté, il a plusieurs hématomes sur les jambes et sur le bas du dos. Les policiers préviennent immédiatement les secours. Mais juste avant qu'il ne soit transféré à l'hôpital, les enquêteurs lui posent quelques questions. Robert, assez rapidement, émet des griefs en compte de Madame Dagorn. Et lui nous dit avoir été violenté par cette femme qu'il a accueillie chez lui. Tout de suite, on voit qu'il y a une certaine hostilité entre Madame Dagorn et Robert. Les policiers constatent que cette banale visite de routine bascule finalement dans une potentielle affaire de maltraitance. Ils placent donc Patricia Dagorn en garde à vue. Mais à ce stade, les enquêteurs sont encore loin de se douter que cette femme serait à l'origine d'une des plus incroyables affaires criminelles. Au commissariat d'Annemasse, la garde à vue de Patricia Dagorn débute. Elle est très calme, un comportement qui éveille les soupçons des policiers. Je lui annonce qu'elle est placée en garde à vue pour des faits qui sont assez sérieux, déjà, et j'ai pas de réaction de sa part. Madame Dagorn ne crie pas au scandale, ne se demande pas pourquoi elle est là. Patricia explique aux policiers qu'elle n'a jamais maltraité Robert. Bien au contraire, elle affirme avoir pris soin de lui, tellement il en avait besoin. Elle va le présenter comme une personne un peu sénile. Gaëlane Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Qui tombait tout le temps, qui n'était pas propre, etc. Elle dit qu'elle a vu que cette personne qui a un âge très avancé a vu son état de santé se dégrader. Cédric Huissou, avocat de la défense. Et Patricia estime qu'il est de son devoir
de venir en aide à Robert parce qu'il n'a pas d'entourage et qu'elle estime qu'il doit être hospitalisé et que c'est elle qui doit faire les démarches en ce sens. Elle va même encore plus loin. Elle prétend que sa famille a abandonné Robert et qu'il était incapable de se débrouiller tout seul. Elle explique que, contrairement à ce qui a pu être avancé par d'autres témoins, que Robert n'avait pas un état d'hygiène parfait, et qu'effectivement elle avait pu être témoin du fait que parfois il pouvait s'uriner dessus. C'est ce dont elle a été témoin sur les quelques jours qui ont précédé. Patricia raconte aux policiers qu'elle ne comprend pas les reproches du vieil homme et elle leur fait une confidence qu'elle avait gardée pour elle jusqu'ici. Robert lui a proposé un marché pas banal. Robert vient vers elle en disant qu'il peut l'épauler, mais bon, on se doute bien que le fait d'aider cette femme qu'il ne connaît pas, ça sous-tend un certain nombre de services en contrepartie. Robert lui aurait immédiatement proposé d'avoir des rapports sexuels en échange de son hébergement, ce qu'elle aurait dans un premier temps refusé et ce qu'elle aurait fini par accepter. Patricia ajoute qu'elle a rempli sa part du contrat dès le premier soir où elle s'est installée chez Robert. Et même plus. Au fil des jours, elle s'est imaginée refaire sa vie avec lui. Ce retraité aisé aurait pu lui offrir une vie confortable et agréable. Il n'avait plus un regard fleur bleue sur une relation amoureuse. Georges Rimondi, avocat de la défense. Elle voulait sans doute une relation donnant-donnant dans laquelle elle pouvait apporter quelque chose à un homme qui devait lui apporter quelque chose, ce que jusqu'à maintenant elle n'avait jamais connu. Ce qui est certain, c'est qu'elle pouvait se satisfaire d'avoir trouvé une personne qui lui donnait un abri et une situation de confort et de stabilité dont elle était effectivement en recherche. À l'issue de cette première audition, les policiers ne sont pas convaincus par ces explications totalement différentes de la version de Robert. Cette femme à la personnalité complexe ne leur cacherait-elle pas d'autres informations ? C'est une personne qui a réponse à tout, très rapidement. Olivier Géron, capitaine de police. Mais ses réponses sont bien construites, bien... Comment dire ? C'est cohérent, ses réponses sont cohérentes, mais tout de suite on n'y croit pas, ça colle pas avec le personnage. Les policiers se rendent au chevet du retraité à l'hôpital. Ils veulent mieux comprendre la relation entre Robert et Patricia. Le retraité confirme immédiatement qu'il a bien eu une aventure avec elle. Robert, quand il va enfin pouvoir sortir de cet état de santé très précaire où il se trouve, c'est-à-dire quand il va un peu reprendre ses esprits, cet homme de 87 ans, il va raconter que effectivement, il a eu un petit crush, il a eu une petite histoire avec elle, ou du moins cette femme lui a bien fait envie. Au départ, Patricia se montre plutôt séductrice avec Robert. Elle semble jouer à la femme amoureuse. Mais dès le lendemain, le vieil homme s'aperçoit que son comportement change du tout au tout. Effectivement, va vite descendre de son petit nuage puisque très rapidement, Patricia Dagorn va lui demander de l'argent. Il va refuser et Patricia Dagorn va très mal prendre ce refus. La relation va rapidement quitter, j'allais dire, une petite amourette pour devenir un rapport de force. Et dans les jours qui suivent, les choses s'enveniment. Patricia serait devenue de plus en plus violente. Madame Dagorn aurait exigé qu'il lui donne de l'argent et face à son refus, elle l'aurait fait tomber du lit. Elle aurait retiré la couverture sur laquelle il se trouvait, entraînant sa chute. Et ce n'est pas tout. Devant les policiers, Robert affirme que cette femme l'a drogué. Et dans les jours qui suivent, Robert va constater que son état de santé se détériore sans qu'il sache véritablement pourquoi. Au fur et à mesure, il va avoir des petites absences, il va plus se rappeler exactement ce qu'il a fait. Les policiers veulent vérifier les soupçons de Robert. Ils procèdent alors à des expertises toxicologiques. Et lorsque le diagnostic tombe, les résultats sont accablants. On va se rendre compte que Robert, effectivement, a ingéré une substance qu'on identifie comme du Valium. C'est un anxiolytique qui, j'allais dire, à forte dose. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers.
pour les personnes âgées qui ne sont pas habituées à prendre ce type de médicaments peut avoir leur donner une sorte de coup de massue, voire pire. Pour les enquêteurs, cette affaire de maltraitance prend subitement une tournure criminelle. Cela d'autant plus que la quantité de médicaments retrouvés dans le corps de Robert est très importante. Très rapidement, on saura que Robert a subi une massive absorption de Valium. À un point tel qu'il aurait pu effectivement entraîner des conséquences dramatiques. Cette surdose d'anxiolytiques témoignerait donc d'une volonté de rendre malade, voire de tuer, car ce médicament est incolore et inodore. Qui aurait pu en vouloir autant à Robert pour tenter de l'empoisonner? Donc à partir de là, tous les soupçons vont se tourner vers Madame Dagorn. Mais avant de confronter Patricia, les policiers veulent accumuler le plus d'indices possible. Ils procèdent donc à la fouille de ses valises. Et là, ils découvrent 7 fioles d'anxiolytiques, dont plusieurs intégralement vides. Quand vous êtes policier et que vous découvrez ça, et vous avez l'impression que vous êtes plongé au cœur d'un roman policier. Mais là, vous avez le pack complet de l'empoisonneuse, entre guillemets. Vous êtes déjà dans l'histoire, tous les éléments sont là. Les policiers sont désormais persuadés que Patricia Dagorn a bien essayé d'empoisonner Robert. Mais lorsqu'ils l'interrogent sur les médicaments trouvés dans sa valise, la quinquagénaire ne se démonte pas. Elle affirme que ce médicament lui appartient et que toute cette histoire n'est qu'un malheureux accident. Patricia Dagorn va expliquer qu'elle en prend depuis plusieurs années pour s'endormir. Gaëlan Pellen, substitut du procureur de Thonon-les-Bains. Et que, comme elle n'aime pas le goût de ce médicament, elle le met dans ses aliments. Et que un jour, alors qu'elle faisait la cuisine pour tous les deux, eh bien, Robert aurait tout simplement confondu son assiette avec la sienne. Elle montre une explication qui la dédouane de tout ce qui pourrait être un empoisonnement. Une nouvelle fois, Patricia Dagorn semble avoir réponse à tout. Mais il y a un élément qui ne colle pas. La dose de médicaments retrouvée dans le corps de Robert est trop importante pour qu'il s'agisse d'un simple accident. Les analyses ont démontré que Robert était sous l'influence de Valium depuis plusieurs jours à une dose vraiment importante. Donc effectivement, cet accident, ça ne tient pas. À l'issue de sa garde à vue, Patricia Dagorn est mise en examen pour abus de faiblesse, violence volontaire, séquestration et administration de substances nuisibles. Elle est placée en détention provisoire. Les policiers cherchent maintenant à comprendre ce qui a pu pousser cette femme à droguer Robert. Et d'après eux, Patricia aurait été intéressée par l'argent du retraité. Alors, ils analysent ses comptes bancaires et ils s'aperçoivent rapidement qu'ils sont sur la bonne piste. On va découvrir que Patricia Dagorn a utilisé la carte de Robert à son insu. Elle a notamment tellement utilisé cette carte que la banque a fini par lui avaler. Elle a écrit à la banque donc, pour se faire délivrer une nouvelle carte en se faisant passer donc, pour Robert. D'après les policiers, Patricia chercherait à s'emparer de toutes les économies de Robert. Robert avait par exemple un plan d'épargne logement d'un montant assez important, ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Il a aussi un compte assurance vie où on parle là de 130 000 euros. Et on va s'apercevoir que le banquier de Robert a reçu un mot soi-disant signé du fameux Robert, plutôt de la main de Patricia Dagorn, pour retirer tout cet argent, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'euros. Patricia aurait donc écrit au banquier en se faisant passer pour Robert. Elle lui aurait demandé de transférer l'intégralité de l'épargne du retraité sur son compte courant. Un compte dont elle détenait la carte bancaire. Son but est de retirer l'intégralité de cette somme qui représentait plus de 200 000 euros, je crois. On est donc là dans de la pure
escroquerie, en tout cas vers une somptueuse arnaque, j'allais dire. Sans l'intervention des policiers au domicile de Robert, elle aurait pu piller l'intégralité de sa fortune. Pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute possible. Ils sont face à une femme déterminée. Alors les policiers examinent à nouveau ses valises. Et là, ils trouvent des documents plutôt étonnants. Il y a des tas de papiers, mais pas ces papiers à elle, des papiers qui appartiennent à d'autres hommes, en général des vieux monsieur. On va donc trouver différents documents d'identité, des documents bancaires et notamment on va trouver des testaments. L'ensemble des testaments que nous retrouvons, la bénéficiaire, systématiquement, c'est Patricia Dagorn. Tous ces documents concernent une dizaine d'hommes domiciliés sur la Côte d'Azur. Des retraités qui ont tous un point commun, un profil similaire à celui de Robert. Donc là, on lui demande de s'expliquer. Olivier Géron, capitaine de police. Et là, un mutisme complet. Là, on n'a pas d'explication de Patricia Dagorn. Et là, on sent qu'on a touché quelque chose. À partir de là, l'enquête prend une autre tournure. Les policiers doivent vérifier si Patricia Dagorn n'aurait pas fait d'autres victimes sur la Côte d'Azur. Concrètement, en fait, on va vérifier dans notre fichier qui s'appelle Cassiopée que Patricia Dagorn a déjà été mise en cause dans d'autres affaires. Les enquêteurs découvrent alors que le nom de Patricia Dagorn apparaît dans une affaire de mort suspecte un an plus tôt à Nice. Ils reprennent ce dossier à zéro. Le 23 juillet 2011, dans une chambre de cet hôtel situé juste derrière la gare de Nice, Michel Kneffel, un homme d'une 60aine d'années, est retrouvé mort. Et à l'époque, la personne qui a déclaré le décès n'est autre que Patricia Dagorn. L'affaire est classée dans un premier temps parce qu'effectivement, Michel Kneffel est une personne un peu à la dérive, qui a des addictions. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Qui est alcoolique, qui prend des médicaments. Et les enquêteurs de police avaient d'ailleurs conclu à une mort naturelle. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Parce que Monsieur Kneffel avait un certain âge, c'était quelqu'un qui vivait dans des conditions difficiles. Et je pense que Patricia Dagorn réussit à convaincre les enquêteurs que finalement, c'est une personne vulnérable et que sa mort est pas vraiment suspecte, Mais pour les policiers aujourd'hui, trop d'éléments de cette affaire classée sans suite ressemblent étrangement à l'histoire de Robert à Annemasse. À commencer par les expertises toxicologiques. Ils vont ressortir les analyses de la victime et ils s'aperçoivent qu'il y a du Valium. Dans le sang de ce fameux Michel qui malheureusement a disparu. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. On retrouve, j'allais dire, encore une fois, des traces de Valium. Le Valium déjà utilisé dans l'affaire de Robert. Et ça n'est pas tout. Les enquêteurs chargés du dossier ont aussi retrouvé dans les affaires de Patricia des documents très troublants. On retrouve un testament de M. Kneffel faisant comme légataire universel Madame Dagorn de son entier héritage. Le testament, le Valium, ça commence à être quand même un faisceau d'indices intéressants pour les enquêteurs. Ils imaginent effectivement que Patricia Dagorn... Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Est peut-être à l'origine de ce décès de Michel Kneffel et que surtout, elle en veut à son argent, à son héritage. Les policiers qui enquêtent aujourd'hui sur Patricia Dagorn constatent que cette affaire classée ressemble en tout point à l'affaire de Robert à Annemasse. Pour eux,
il ne fait aucun doute que Patricia est aussi responsable de la mort de Michel. Une seule question les anime désormais. Combien de victimes cette femme a-t-elle laissé derrière elle? Pour le savoir, ils retracent le parcours de Patricia sur la Côte d'Azur. Et ils font une découverte étonnante. Au début de l'année 2011, elle s'est inscrite dans une agence matrimoniale. Et c'est tout bête, j'allais dire, quand on veut repérer des vieux monsieur qui ont un petit peu le cœur brisé, où est-ce qu'on peut les trouver, ces messieurs qui sont fortunés mais qui sont plus tout jeunes? Dans une agence matrimoniale. Et d'emblée, ce qui frappe les policiers, c'est le profil des hommes ciblés par Patricia. Dans ces critères, donc, elle met qu'elle recherche surtout des hommes âgés, des hommes de plus de 80 ans, ça ne la dérange pas. Ce sont des proies faciles dans la mesure où quand on a 80 ans, on est toujours séduit en tant qu'homme d'être courtisé par une femme de 50 ans. Les policiers constatent donc que Patricia cible uniquement des retraités très âgés, fortunés et isolés. Des profils similaires à ses deux premières victimes. En lisant son annonce, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elle a soigneusement préparé chaque étape de son scénario. Nouvellement installée dans la région, elle est diamantaire de formation. Jolie, bien faite, un bon discours, une intelligence vive, aime particulièrement la mer et le soleil, les beaux endroits et les intérieurs douillés où elle peut recevoir et cuisiner. Elle sera la compagne idéale et attentionnée que vous attendez. Elle se présente comme une femme d'affaires, elle a des tas de projets, elle est un jour experte en bijoux, une autre fois elle veut faire des placements immobiliers. Elle se présente évidemment sous un jour très différent de ce qu'elle est en réalité. Elle met en confiance des hommes qui, eux, ont un profil particulier, puisque ce sont des hommes aisés. En général, ils préfèrent rencontrer des gens d'une catégorie sociale similaire à la leur. Et Madame Dagorn se présente comme telle. Les policiers examinent les archives de l'agence matrimoniale et découvrent un nouveau personnage qui relance toute l'enquête. En janvier 2011, Patricia rencontre un certain Francesco Filippone, 86 ans. Monsieur Filippone, c'est un homme avec un caractère bien trempé, qui est veuf depuis un certain nombre d'années. Ses enfants vivent loin et il a besoin d'une présence humaine, il a besoin de retrouver de la compagnie, de l'affection. Francesco vit seul dans cette belle villa de l'arrière-pays cannois. Malgré son âge avancé, il est toujours très actif. Les policiers font des recherches sur cet homme et découvrent que quelques semaines après avoir rencontré Patricia, il meurt subitement. Lorsque M. Filippone est découvert mort à son domicile, Cédric Huissou, avocat de la défense. Un médecin va constater une mort naturelle. À la lumière de cette nouvelle enquête, la mort naturelle de M. Filippone apparaît désormais suspecte. Et cela d'autant plus que dans ce dossier, il est une nouvelle fois question d'argent. Car le jour même de la mort de Francesco, Patricia encaisse un chèque du défunt d'un montant considérable, 21 000 €. Et ça met tout de suite la puce à l'oreille aux enquêteurs parce que Francesco Filippone était réputé pour être quelqu'un de pingre, de très radin. Ce chèque de 21 000 € constitue un mobile car on imagine mal comment un monsieur d'un certain âge, avec de surcroît des enfants, pourrait faire une donation de 21 000 € à une inconnue. Pour les policiers, cette importante somme d'argent constitue clairement un mobile qui pourrait expliquer la mort de Francesco. Les enquêteurs tentent alors de comprendre exactement comment il est décédé. Pour cela, ils interrogent ses proches et notamment sa femme de ménage. Et là, ils découvrent plusieurs éléments troublants. Le corps de Francesco a été retrouvé dans sa baignoire, un endroit
inhabituel pour lui. Ça trouble énormément les personnes qui le connaissent un peu parce que c'est un homme qui prenait jamais de bain. Il ne prenait plus que des douches, Francesco Filippone. Il n'allait plus dans sa baignoire parce que physiquement, il était incapable de s'asseoir dans une baignoire, de se relever. Plus inquiétant encore, la femme de ménage de Francesco raconte aux policiers que Patricia a tout fait pour l'isoler de son entourage. Mais surtout, qu'en l'espace de quelques jours, la santé du retraité s'était subitement dégradée. Elle s'aperçut que M. Filippone, qui est quand même un homme toujours bien mis, toujours respectable, toujours rasé, toujours parfumé... Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Eh bien, de plus en plus, celui-ci se laisse un petit peu aller. Et donc, elle commence à voir son état de santé décliner. Et finalement... Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Les policiers, eux, ont une intime conviction. Ils pensent que Patricia Dagorn a eu une action néfaste. La question est là. Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Est-ce que Francesco Filippone a été empoisonné et est-ce qu'il a été empoisonné par Patricia Dagorn ? Pour en savoir plus, les policiers veulent examiner le corps de Francesco. Mais, coup de théâtre, sa dépouille a été incinérée par la famille juste après son décès. Impossible donc d'aller plus loin sur cette affaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus, pour parler vulgairement, de cadavres pour éventuellement refaire des analyses. Et donc l'enquête, d'une certaine manière, est bloquée. Les policiers n'ont pas d'éléments matériels, mais ils disposent d'indices graves et concordants. Patricia Dagorn agirait toujours selon le même mode opératoire. C'est toujours un peu le même scénario. Il y a toujours un monsieur, un papy qui fait figure de pigeon. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Dagorn, passez-moi l'expression, lui met le grappin dessus, l'isole de son environnement, puis essaie de lui soutirer de l'argent. Elle les appâte en se servant du sexe comme monnaie d'échange et par la suite, elle les empoisonne. Et le fait que cette manière de faire, j'allais dire, perdure dans le temps, ça en fait une empoisonneuse en série, une prédatrice nommée Patricia Dagorn. Les policiers reprennent une nouvelle fois les archives de l'agence matrimoniale. Ils trouvent la trace d'un nouveau retraité qui aurait eu affaire à Patricia Dagorn. Un homme que nous avons retrouvé et qui a accepté de nous raconter son incroyable histoire. Il vit à Fréjus, dans cet immeuble du bord de mer. Il s'appelle Robert Vaux. Il a 84 ans. Robert a rencontré Patricia Dagorn à la fin du mois de janvier 2012. Patricia Dagorn a reçu une agence qui me l'a amenée. Elle avait de bonnes références, c'est certain. Elle aime bien faire la cuisine, elle aime la compagnie, elle aime partager la vie avec un homme. Tout ce qu'on peut souhaiter de trouver chez une femme. Robert Vaux tombe amoureux de Patricia Dagorn. Ils vivent leur vie comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Il lui promet des voyages, il lui promet des choses comme ça. Le feeling, si je puis m'exprimer ainsi, passe de suite. Monsieur Vaux, c'est un peu la vieille école. C'est quelqu'un qui s'occupe vraiment d'elle, qui la recueille chez lui, qui l'entoure de son affection. Au départ, Robert vit pleinement son histoire d'amour avec Patricia. Il est très touché par cette quinquagénaire qui ne cesse de lui écrire des lettres d'amour, comme celle-ci. Je t'aime d'amour très fort et je veux faire avec toi ma vie au soleil. Alors Patricia comblait un vide, effectivement. Robert Vaux, victime de Patricia Dagorn. Un gros vide même. Et elle écrivait des lettres très jolies, très gentilles. Des lettres de femme amoureuse. Monsieur Vaux, qui est une personne particulièrement seule, est de suite flatté de pouvoir avoir une histoire d'amour avec Madame Dagorn. Une fille qui est plus jeune que vous, qui est gentille, qui vous allume. Bon ben, on en profite. On n'est pas maso, on en profite. Mais assez rapidement, Robert s'aperçoit que ce n'est pas seulement son amour qui intéresse Patricia.
Alors c'est une fille qui attendait de l'argent. Alors, il faut tout partager, tu sais, j'ai des projets, il faut les réaliser, j'ai besoin d'argent pour faire ça, tu peux m'avancer telle somme, on partagera les bénéfices, etc. Patricia essaie de convaincre Robert qu'elle est une femme d'affaires. Mais le retraité n'est pas dupe. Il a fait une bonne partie de sa carrière dans un cabinet spécialisé dans l'immobilier à Monaco. Donc, il ne tombe pas dans le piège. Elle bluffe. Enfin, elle bluffe, c'est pas méchant, quoi. Elle n'avait pas les qualités, l'envergure d'une femme d'affaires. Par contre, évidemment, elle avait un certain baratin, certaines tenues, mais pas d'une femme d'affaires. Robert refuse de financer les projets excentriques de Patricia Dagorn. Et bizarrement, à partir de là, rien ne va plus pour lui. Ma santé allait de plus en plus mal, mais je ne me rendais pas compte. J'avais beaucoup moins de sensations. J'étais dans les vapes, dans les nuages. L'esprit, je crois que mon explication est claire. Hein. J'étais dans les nuages, je n'avais pas les pieds sur terre. Monsieur Vaux décline progressivement. C'est quelqu'un qui est très alerte pour son âge, très dynamique, qui voyage beaucoup. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Il y a quand même pas mal d'amis et progressivement, ça devient quelqu'un de plus taciturne, de plus fatigué. Les gens qui me voient, ils ont notre impression. Hein. Je ne vais pas très bien. Je titube, je ne marche pas droit, mon comportement. Certains croient que j'ai bu, d'autres disent que je me suis drogué. Oui, ça ne m'allait pas. Quelques jours plus tard, le 6 avril 2012, Robert se rend chez son médecin traitant. Celui-ci constate que son patient n'est pas dans un état normal. Le médecin lui demande de réaliser en urgence des analyses sanguines. Et les résultats sont très inquiétants. Robert est intoxiqué aux anxiolytiques. Alors, Monsieur Vaux est le premier surpris d'avoir du Valium dans ses analyses sanguines. Il n'a aucun médicament à base de Valium et il n'a jamais pris volontairement ni sciemment du Valium. Donc, la seule hypothèse qui découle de ces faits, c'est qu'il aurait été empoisonné à son insu. Quand j'ai appris ça, j'ai été vraiment sonné. Mais comment ça se fait qu'on peut nuire à ma vie, tout ça Je pensais à Patricia, évidemment, il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. Hein. Moi, elle veut de l'argent. Enfin, mon point pour de l'argent. J'avais la vérité qui était là, mais j'avais du mal à croire la vérité. Robert est sous le choc, mais il sait très bien pourquoi Patricia lui fait prendre des médicaments. Il se rappelle un événement qui s'est déroulé quelque temps auparavant. Nous sommes en mars 2012, un peu plus d'un mois après leur rencontre. Il apprend alors que Patricia a contacté directement son notaire dans son dos. Elle aurait envoyé des fax, des télécopies au notaire pour demander au notaire que Monsieur Vaux lui fasse des legs. Légataire universel de mes biens, que je lui laisse la jouissance de mon appartement et que je lui laisse tous mes comptes bancaires. Et le notaire est complètement sidéré et à tel point qu'il va contacter Monsieur Vaux. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Et lui expliquer la situation, parce qu'il sent bien qu'il y a quelque chose d'anormal et que cette femme veut spolier Monsieur Vaux. Malgré les effets des anxiolytiques, Robert refuse catégoriquement de modifier son testament. À partir de là, Patricia serait devenue de plus en plus distante. Et un soir, Robert remarque un document dans son sac. Il découvre qu'elle s'est inscrite dans une nouvelle agence matrimoniale, et cette fois-ci, en Suisse. Monsieur Vaux l'apprend, il met fin à leur histoire, douloureusement, car c'est un homme qui était amoureux d'elle, et leur histoire se termine comme ça. Non, ça ne pouvait pas marcher. Ça, automatiquement, quand j'ai appris qu'elle contactait les agences en Suisse pour avoir des milliardaires ou autres, ça ne marchait plus, évidemment.
J'ai terminé ce raison parce que ce n'était pas une fille sérieuse avec qui je pouvais faire ma vie, c'est pas possible. Les policiers en sont convaincus. Cette décision lui a très certainement sauvé la vie. Et comme par hasard, une fois qu'il se sépare de Patricia Dagorn, il retrouve son allant, son dynamisme, sa joie de vivre. Donc là, je pense qu'il a pris conscience qu'effectivement, cette relation était toxique. C'est une personne qui est dangereuse. J'insiste, elle est dangereuse. Les policiers ont terminé leurs investigations. Reste maintenant à réaliser l'enquête de personnalité. Le passé de Patricia pourrait-il expliquer sa façon d'agir? Ils vont découvrir un parcours assez chaotique. Patricia Dagorn est une femme qui a eu 2 vies. Georges Rimondi, avocat de la défense. Une première vie particulièrement douloureuse. Patricia Dagorn a une vie très compliquée depuis son enfance. Gérard Gamonnet, expert. Elle a un père qui travaille à l'EDF, une mère qui est femme de ménage, le couple vit en concubinage. Et le père ne reconnaît pas Patricia Dagorn, donc elle porte le nom de sa mère. Quelques mois après la naissance de cet enfant, le père s'en va. La mère de Patricia Dagorn est incapable de gérer seule sa fille. Alors, à 6 mois, elle la place dans une famille d'accueil. Patricia va ainsi vivre les 15 premières années de sa vie loin de ses parents. La première fois qu'elle a vu son père, elle avait à peu près 5 ans. Et quand elle est en famille d'accueil, ses parents viennent la voir 2 fois, 3 fois maximum dans l'année. Il n'y a aucune marque d'affection, il n'y a aucune trace d'amour, il n'y a rien du tout. C'est une enfance qui forge un caractère et une personnalité. Patricia Dagorn, elle est aujourd'hui le fruit de l'enfant qu'elle a été. Une enfance de privation, une enfance de souffrance, une enfance de douleur. Mais la vie de Patricia connaît un tournant en 1982 lorsqu'elle rencontre cet homme, Luc Caron. Il a 35 ans et il se présente comme parapsychologue. À l'époque, Patricia Dagorn a 22 ans. Elle est étudiante en licence de droit. Luc Caron garde un souvenir inoubliable du jour où il a vu cette jeune femme pour la première fois. Le 19 février 1982 à 19h45. Je terminais ma journée, ma secrétaire est partie, un coup de sonnette. J'ouvre la porte et je vois un ange. Je vois le printemps, je vois le soleil. Et bien, c'était elle. Alors c'était un coup de foudre. Comme si j'avais perdu connaissance, comme si j'avais perdu conscience, comme si je venais de naître, pareil. Les premières années du couple sont fusionnelles. Après 7 ans de vie commune, ils ont un premier fils et ils s'installent dans le Gers. Leur second fils arrivera 2 ans plus tard. Mais alors, comment cette belle jeune femme amoureuse et épanouie a-t-elle pu devenir suspect numéro 1 dans ces affaires d'empoisonnement? Monsieur Caron change parce que alcoolique, il devient violent, qu'apparemment il ne l'était pas, d'après ce que me dit Madame Dagorn. Et des violents qui sont très, très rudes quand même, parce que quand il tente de prendre son épouse, c'est pas pour s'amuser. Quand il lui jette de l'éther dans les yeux, c'est pas pour s'amuser. En 1992, Luc Caron est condamné par la cour d'assises du Gers à 11 ans de prison pour viol et acte de barbarie sur Patricia Dagorn. Mais au lieu de fuir cet homme pour se reconstruire, Patricia reste avec lui. Elle va même jusqu'à l'épouser alors qu'il purge sa peine à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré. Madame Dagorn était complètement sous l'emprise de cet homme. Une emprise tellement forte qu'alors qu'il est détenu, elle va l'épouser. Alors qu'il est détenu pour avoir été condamné, pour avoir maltraité cette femme, c'est elle va l'épouser. Donc on se rend compte de cette relation perverse, de cette relation toxique qu'il y a entre ces 2 êtres. Plus étonnant encore, elle se met en scène à la télévision dans un reportage sur les lieux d'hébergement des familles de détenus. Oh, bonjour Patricia. Alors,
Ça a été pour moi la possibilité en fait de pouvoir voir mon mari régulièrement. Sinon, je ne pouvais pas. À la sortie de prison de Luc Caron en 2002, le couple reprend sa vie commune. Mais au bout de quelques semaines, tout dérape à nouveau et en 2005, ils divorcent. Quand elle se sépare de son mari en 2005, on a une femme qui est complètement différente. C'est plus une femme soumise, c'est une dame qui a assoiffé d'argent. Assoiffé d'argent, de la belle vie, des restaurants. Pour Patricia... Luc Caron, ex-mari de Patricia Dagorn. Les hommes, c'est comme une carte bleue, un moyen de paiement. Elle est capable de tout pour l'argent. Les policiers intègrent cette enquête de personnalité à l'instruction. Le dossier est maintenant clos. Patricia Dagorn est renvoyée devant la cour d'assises de Nice pour empoisonnement et surtout pour assassinat. Son procès s'ouvre le 15 janvier 2018. A priori, tout l'accable. La presse la surnomme déjà la veuve noire de la Riviera. Une veuve noire, c'est une araignée. Il faut savoir que... Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Elle a comme particularité, quand ce sont des femelles, de dévorer le mâle après copulation. C'est ça, une veuve noire. La veuve noire, il n'y a plus besoin de commentaires. Georges Rimondi, avocat de la défense. Il n'y a plus besoin de commentaires. La veuve noire, on sait ce que c'est qu'une veuve noire. Et quand vous arrivez à un procès et qu'on juge la veuve noire, pas la peine qu'elle s'exprime, la veuve noire. On ne va pas l'écouter. Le procès, il a été fait dans les médias. Sauf que Patricia Dagorn n'a reconnu aucun des crimes dont on l'accuse, et surtout les policiers n'ont contre elle que très peu de preuves matérielles. Alors, elle espère bien faire basculer le jury de son côté. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a eu plusieurs histoires qui, séparément, ont fait l'objet de classements sans suite. La question a été posée à la directrice d'enquête. Cédric Huissou, avocat de la défense. De savoir s'il y avait des preuves complémentaires suite aux différents classements sans suite. Et la réponse a été non. Il n'y a aucune preuve complémentaire qui a été apportée au débat. Le procès s'ouvre dans une ambiance électrique. Le public se presse dans la salle pour découvrir le visage de celle que la presse surnomme la veuve noire. Les affaires d'empoisonneux, c'est quand même pas très courant. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Évidemment, on se dit comment va-t-elle apparaître, puisque quand on a lu les articles sur Patricia Dagorn, elle passe pour une séductrice, hein. Donc il y a une petite curiosité quand même. Et là, premier coup de théâtre. La femme qui se présente dans le box des accusés est très loin de l'image de la femme fatale. Elle apparaît plutôt comme faible et sans défense. On voit une femme qui ne fait plus du tout son âge. Stéphanie Braganti, avocate des parties civiles. Elle semble terrassée par les mois de détention. Elle est négligée, elle a le cheveu gras, elle est sale. Elle paraissait un petit peu comme une petite vieille qui faisait pitié. Le président de la cour d'assises a été obligé de montrer aux jurés Michael Lefebvre, journaliste à RTL. Une photo de Patricia Dagorn à l'époque parce que l'image qu'elle avait à l'époque ne correspondait absolument plus à ce petit bout de femme. Devant les jurés, Patricia Dagorn se montre très combative. Elle cherche à les persuader qu'elle n'a rien à voir avec toutes ces affaires. Patricia va redire son innocence, mais elle va avoir à cœur de répondre à toutes les questions qui lui seront posées, y compris dans les plus petits détails de ce qu'a été son parcours, pour essayer à tout prix de trouver des réponses aux questions qu'on lui pose. De son côté, l'accusation veut révéler le vrai visage de cette femme. Et pour cela, elle dispose d'une carte maîtresse, les expertises psychiatriques.
Les experts la qualifient d'extrêmement dangereuse. Ils détectent chez elle une vraie perversité. Un expert parlera même de serial killer pour qualifier Patricia Dagorn. On est en droit, du fait de la multiplication des actes, Jean-Jacques Bénichou, expert psychiatre, de parler de serial killer sur le plan criminologique, puisqu'il y a eu quand même plusieurs victimes avec le même mode opératoire. Il est clair que Patricia Dagorn a une personnalité qui interroge. Cédric Huissou, avocat de la défense, qui suscite un certain nombre de fantasmes. Vous avez le sentiment au final qu'elle est davantage jugée sur cette personnalité que sur les réels éléments du dossier. À l'issue de ce procès, Patricia Dagorn avait été condamnée à 22 ans de prison pour double assassinat et empoisonnement. Mais en janvier 2019, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence allège ce verdict. Certes, Patricia Dagorn est reconnue coupable des 2 empoisonnements et écope de 14 ans de prison. En revanche, elle est acquittée des chefs d'accusation d'assassinat à l'encontre de Francesco Filippone et Michel Kneffel. Une chose est sûre, sans l'intervention de la fille de Robert à Annemasse, ce dossier n'aurait jamais vu le jour. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.